chargée de communication et historienne de l'art, va nous présenter une conférence sur donner forme à l'invisible, sur l'exposition Pirogue Todjibou qui est au Château Vaudou jusqu'en octobre 2022. Bon, merci beaucoup d'être là, d'être tous venus. Alors, comme j'ai introduit cette conférence lors dans la publication, les communications que vous aurez pu voir, alors moi, je m'intéresse vraiment à l'expérience esthétique de ces pirogues, à l'expérience esthétique qui nous procure les pirogues Todjibou, de la collection Arbogast. Parce que moi, je pense que dans un premier temps, cette expérience, elle ne nous est pas vraiment destinée, pas à nous. En tout cas, les sculpteurs vaudous, celui qu'on appelle aussi parfois les féticheurs, ne créent pas pour les êtres de ce monde, et encore moins pour nous ici au musée. Moi, je pense qu'ils façonnent des compositions un peu invraisemblables parfois, mais qui doivent être dignes et capables de plaire à ceux qui habitent le monde invisible, donc capables de plaire au vaudou. Alors, moi, je pense que le féticheur compose donc pour les dieux, et en ce faisant, il partage son amour au monde, son amour du monde invisible par les contours, les formes, les couleurs que nous retrouverons sur ces pirogues. Alors, comme le vaudou, il se vit en communion, les sculpteurs, ils créent aussi pour les membres de sa communauté. Et en se servant de ces mêmes contours, de ces formes, de ces couleurs, mais surtout en les inscrivant dans des traditions de représentation, traditions utilisées par ses prédécesseurs et donc comprises et partagées par la communauté même. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste me pencher sur quelques concepts qui me semblent essentiels pour l'étude qu'on va faire. Je vais commencer par la plasticité, et donc le concept qui donne nom à la conférence. Alors, la plasticité est l'aptitude à donner des formes, une représentation esthétique. Et cette définition, du coup, nous mène vers le deuxième concept clé, c'est l'esthétique. Je ne vais pas surtout rentrer dans les domaines de la philosophie, parce que sinon on ne sortira jamais d'ici, mais je vais traiter ces mots en tant qu'adjectifs, notamment secondant les mots représentation et expérience. Et donc, de cette façon, l'esthétique est tout ce qui est motivé par la perception et la sensation du beau, ou c'est aussi ce qui répond à des exigences ou à des lois de beauté. Alors, les représentations esthétiques des pirogues de la collection Arbogast sont donc motivées d'une part par la perception et la sensation du beau du féticheur, et d'autre part, elles répondent en même temps à certaines lois de beauté. Et c'est justement ces lois de beauté qui m'ont le plus intéressée. Parce que c'est dans ces lois de beauté que je vois des traditions de représentation. Que je vois la transmission d'un savoir abstrait ou concret de génération en génération par la parole, par l'écrit ou par l'exemple. C'est donc la définition des transmissions. Et puisque le métier de sculpteur s'apprend dans la famille et que souvent il s'hérite, c'est de père en fils, je pense que l'expérience esthétique que nous procure les pirogues, la plasticité des pirogues de la collection, peut nous apprendre davantage sur les traditions de représentation des vaudous, sur les traditions qui peuvent... les traditions des représentations des vaudous, et sont donc des traditions qui peuvent tout simplement nous apprendre à peut-être mieux voir ou à comprendre davantage les objets qui sont parfois, mais très souvent, énigmatiques pour nous.
Je me suis donc demandé s'il était possible pour nous de parler des formes traditionnelles ou des traditions de représentation pour les barques et les pirogues de cette exposition en particulier, et si ces traditions de représentation pouvaient nous aider à comprendre la signification de ces pirogues. Et bien sûr, quand je dis nous aider, c'est surtout moi, parce que c'est moi qui porte ce regard sur les pirogues. Donc, je vous propose de traiter de tenter de déchiffrer les traditions de représentation, donc les constructions esthétiques de ces pirogues, et puis de comprendre pourquoi ces objets ont leur place au sein d'un lieu de conservation et de recherche, donc au sein du musée. Et bon, pour ce faire, je vais commencer par un très bref récapitulatif des symboles, donc des représentations conventionnées des vaudous, des dieux que l'on retrouve à bord de ces pirogues. Et bon, cette première partie a surtout comme objectif de prendre conscience de l'existence de ces traditions de représentation, en tout cas pour les panthéons vaudous, mais aussi de comprendre que la communication formelle, donc la communication par la forme avec le monde invisible, est tout aussi importante que celle avec la communauté, donc avec notre monde à nous visible. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vais véritablement me pencher sur la forme ou les formes des pirogues, avec le but d'interpréter leur fonction, et bien sûr en m'arrêtant sur les habilités et les savoir-faire du sculpteur. Et si on a le temps, bien sûr, je vais traiter dans une troisième partie, je vais plutôt vous partager mes doutes, parce que ces pirogues sont encore, pour une bonne partie, étrangères à mes yeux encore. Bon. Alors, les premiers pas vers une approche stylistique autour des pirogues, donc pour tenter de répondre à notre question autour des formes traditionnelles ou des traditions de représentation, et pour l'identification des vaudous ici présentes, moi, il me semble que la question primordiale est la suivante. Quels sont les vaudous que nous pouvons identifier et par quels symboles nous pouvons le faire? Et on verra ici aussi que leur identification et le regroupement de ces vaudous nous permet de détacher les fonctions, ou au moins de faire des groupes autour des fonctions de ces pirogues. Donc, bon, les premières, c'est Dan. Je ne vais pas m'arrêter énormément. Dan, c'est le serpent. Je vais juste peut-être rappeler que c'est le vaudou qui, avec Mahou, a plus ou moins aidé à construire le monde. Donc, on dit que Mahou, le dieu créateur du monde, a été transporté dans la gueule du serpent, et qu'en se faisant, il a aussi un peu donné forme à notre monde visible. On dit aussi qu'à la fin, elle a demandé à Dan de s'enrouler sur lui-même et de servir de reposoir à sa création, parce qu'il l'a trouvée trop lourde, qu'elle risquait de tomber. Donc Dan, il s'est entouré autour de la terre, mais Dan, il avait chaud. Et donc Mahou a créé les derniers éléments, les océans, et c'est peut-être pour ça qu'on le retrouve aussi systématiquement présent dans les pirogues. C'est le vaudou vraiment associé systématiquement à l'eau, aux océans aussi, mais bien sûr au lac, par exemple. Je pense au lac Aemé, où on ne voit vraiment pas la fin du lac. Alors, comment on l'identifie? Bien sûr par les denthieux. Les denthieux, ce sont ces petits éléments métalliques
qui reprennent les ondulations qui font les serpents en mouvement. Et aussi, parfois, ça dépend du style, mais les bouts de l'élément reprennent vraiment la forme triangulaire très caractéristique des têtes de ce reptile. Et alors, certains d'amphios sont vraiment plantés directement au sol des pirogues, comme c'est le cas de ces deux premières embarcations. Mais pour d'autres, les damphios sont attachés ou liés directement au personnage transporté, que ce soit autour des bras pour un personnage, pour un homme, ou pour d'autres personnages qu'on ne sait pas trop quoi ils représentent, mais bon, ils sont attachés directement au corps. Alors, un autre élément qui permet d'identifier la présence de ces vaudous, c'est les dangbesen. Je suis désolée pour la prononciation, mais c'est cette petite céramique qui est ornée donc des serpents. Nous la retrouvons très clairement sur la barque 0505, mais elle est aussi visible sur la pirogue que nous avons au premier étage. Aïe, désolé. Bon, l'autre vaudou que l'on retrouve très souvent, c'est Atchakpa, forcément. On l'identifie très facilement aussi. C'est les crocodiles, tout simplement. Et le troisième, alors c'est Ebieso, donc les dieux de la foudre et du tonnerre. Et il est associé aussi à Dan et à Sakpata. Comment on identifie Ebieso? Il est représenté par une hache bicéphale. Alors, j'ai entendu récemment que c'était peut-être aussi une forme qui rappelait les cornes du buffle. Peut-être l'animal qu'on priorise pour les sacrifices à Ebieso. Mais bon, une hache bicéphale, c'est tout aussi correct pour l'identifier. Et après, il y a également la présence des jumeaux, donc les Venavi ou les Sibéji. Alors, on dit aussi que ce sont les enfants des Ebieso, donc c'est des demi-dieux. Parfois, on les retrouve en tant que statuettes, et parfois, c'est aussi grâce à la présence des céramiques, où souvent, il y a une des céramiques, un couple de céramiques qui est inversé. Et encore un autre vaudou que nous retrouvons, c'est Gu. C'est la divinité du fer et de tous ceux qui travaillent le fer, et donc de tout ce que le fer a permis et permet encore d'accomplir. Je pense que par extension et par évolution et adaptation, Gu, c'est aussi les vaudous civilisateurs, c'est les vaudous de la modernité. Et puisque le fer il est offert par la terre à l'homme, alors Gu, il est souvent associé aussi à Sakpata, même si la présence de ces derniers n'est pas systématiquement associée sur les pirogues. Alors, comment on l'identifie? C'est très simple. Alors, souvent, c'est grâce à un sabre courbé, un gubasa, ou tout simplement un couteau. Je vais parler aussi des Sakpata. Donc, c'est les vaudous de la terre qui expriment les châtiments ou son mécontentement envers les hommes par la manifestation des maladies de la peau. Donc, souvent, ce sera, par exemple, la variole, mais c'est toute maladie qui s'extériorise sur la peau, on va l'associer à Sakpata.
Comment on va l'identifier? Grâce aux poteries à postules. On va voir, on les retrouve assez souvent sur les pirogues. Bon, il y a aussi Gambada, c'est les vaudous de l'ubiquité, dotés de l'ubiquité, souvent appelés pour chercher l'accélération de l'effet. On les retrouve grâce à la poudre bleue, surtout grâce à la poudre bleue, mais aussi parfois au sifflet. Alors, sur nos barques, on dit aussi qu'il y a Fa et Lissa. Je ne vais pas les traiter. Alors, pour moi, Fa, il est présente dans tous les cas, puisque a priori, il n'y a pas d'objet sans l'accord du Fa, ou sans l'ordre du Fa, sans la consultation du Fa. Et puis, quant à Lissa, c'est un culte qui semblerait de plus en plus répandu aujourd'hui. Mais moi, personnellement, je ne me considère pas suffisamment prête pour comprendre le pourquoi et comment on les retrouve de plus en plus présentes et représentées. Parce que moi, ou Lissa, j'avais jamais auparavant retrouvé des représentations de ces deux, donc je ne vais pas traiter leur présence. Alors après, je sais ces longues périples dans la petite synthèse des vaudous et des symboles des vaudous. Je pense qu'on peut affirmer que les traditions des représentations dans les vaudous sont réelles, et malgré la diversité des pratiques et des pratiquants. Et en tout cas, elles sont bien là et bien ancrées dans les traditions pour les panthéons vaudous. Alors, j'aimerais maintenant savoir si ces mêmes traditions peuvent nous permettre de voir ou peuvent nous donner des indices pour mieux identifier la fonction de chaque objet. Je me suis donc permis quelques interprétations après la confrontation entre les symboles retrouvés et le langage formel. Alors, quelles formes et quelles fonctions donc, pour ces pirogues? Alors, le classement par fonction qui découle des formes et des formes et des volumes retrouvés sur les pirogues m'a permis à moi de comprendre davantage les raisons de la présence d'un personnage ou d'un vaudou sur une pirogue. J'ai procédé donc à classer ces pirogues par leur plasticité, car il m'est apparu que les personnages, les humains, que ce soit des humains ou des animaux, peuvent parfois prendre des positions évocatrices de la fonction ou de leur rôle dans l'embarcation. Donc, c'est l'identification des symboles et puis leur rapprochement au volume sculpté qui m'a permis de dégager les fonctions. Et ce sont ces fonctions qui, à leur tour, m'ont aidé à la compréhension des embarcations, pas toutes, mais quelques-unes. Aussi, je me suis retrouvée avec des propositions un peu différentes à celles que notre cher commissaire nous a offertes. Mais je propose tout simplement une lecture, ma lecture, inspirée des formes et donc de la plasticité des pirogues. Je propose 3 types de barques, toujours selon la fonction que moi, je leur ai attribuée. Et la première fonction sera celle d'être une offrande aux morts, notamment à cause de l'esclavage. Pour ce premier groupe, il y a donc ces 3 pirogues que nous avons sur les cieux. Le deuxième groupe, il est conformé par toutes ces pirogues qui sont offertes aux dieux, aux vaudous, afin d'exorcer un vœu ou de leur demander quelque chose. Il est composé ici donc également des 3 pirogues, enfin des 3 objets. Et finalement, le troisième groupe, il est composé de 5 pirogues qui sont destinées à honorer les morts dévorés par les crocodiles ou noyés. Mais aussi, parfois aussi les vivants, comme c'est le cas de la barque, de la très jolie barque qui fait l'affiche de l'exposition.
Et donc, je ne vais pas bien sûr traiter chacune des barques, mais je vais traiter seulement celles qui me semblent les plus représentatives et les plus belles aussi, bien sûr, à mes yeux, mais aussi celles qui m'intriguent les plus. Alors, sur les pirogues du premier groupe, nous retrouvons entre 3 et 4 vaudous à chaque fois. Il y a Dan, Ebieso, Gambada et Sakpata. Et ce dernier, il n'est pas présent sur la pirogue 1470. Il est peut-être mis en évidence avec une céramique, mais je ne suis pas sûre. Bon, dans tous les cas, la pirogue en question, la 1470, oui, la 1470, c'est celle du milieu. Je ne vais pas trop la traiter parce que elle est vraiment, son style il est vraiment très éloigné de ce qu'on voit pour les autres pirogues. Alors, je vais commencer par cette pirogue. Et c'est une très belle pirogue où nous retrouvons en tout 7 personnages. J'apprécie beaucoup cette pirogue parce que les personnages, notamment les femmes, sont d'une très belle facture. J'ai commencé donc par rapprocher cette pirogue au commerce triangulaire parce que nous y retrouvons Dan et Bieso, mais aussi et surtout au Sakpata. Alors, bien sûr, je vous livre mon interprétation. Alors, Sakpata n'est pas souvent associé aux autres pirogues. Et je pense que la raison de cette absence, c'est que justement, Sakpata, disons qu'il n'a pas grand-chose à faire dans l'eau. Enfin, pour moi, il voyage quand il faut métaphoriquement parlant, prendre racine ailleurs. C'est comme ça que je lis sa présence. Aussi, je crois que quand Sakpata est de la partie, il s'agit alors d'envoyer symboliquement tout l'arsenal vaudou à celles et ceux qui ne vont pas retourner à un pays vaudou. Il y a aussi sur cette pirogue l'évocation de la mort avec le seul personnage qui est allongé sur un lit qui est fait de 12 sophios. Les 12 symboles donc des Ebieso. Et ce personnage allongé, il est secondé par 12 hippopotames. Je reviendrai tout à l'heure sur les hippopotames. Alors, la pirogue transporte 5 personnages que moi j'ai appelés des factures génériques, c'est-à-dire que ces personnages présentent tous plus ou moins la même morphologie. Il s'agit en première place d'un des personnages enchaînés qui est à l'arrière. À l'avant, pardon, c'est celui qu'on a juste à votre gauche. Et finalement, les personnages qui jouent, les personnages sonores qui jouent d'un instrument de musique, et puis les personnages allongés. Alors, je trouve les ressemblances, notamment la façon dont leurs visages ont été sculptés. C'est un bloc rectangulaire qui sert de nez. Et les yeux sont des demi-sphères ou presque des sphères parfaites. Et ils sont plus ou moins uniformes dans toutes ces sculptures. Ensuite, il y a les oreilles. Ici, les oreilles. Et leur emplacement qui est souvent toujours presque au niveau de la bouche. La seule chose qui semble différente sur ces visages est la bouche qui découle tout simplement de la fonction du personnage. Donc, pour le personnage que nous retrouvons à notre gauche, il s'agit tout simplement de pouvoir siffler.
Alors moi, je pense qu'ici on voit les soucis de sculpteurs de vouloir accorder un peu des cohérences, disons, à l'ensemble des postures des personnages. Et puis, pour différencier ces 5 personnages, hommes et femmes, nous avons les coiffes. Et notamment, j'aime beaucoup les coiffes déjà la façon dont le sculpteur les a fait, mais j'aime notamment celle donnée aux femmes, parce qu'elle dévoile vraiment le tressage des cheveux, la volonté vraiment de les rendre belles. Et puis aussi de les distinguer. Il y a encore la coiffe pour les hommes, et vous la voyez, elle est plutôt simple. Mais bon, enfin, le sculpteur, il a quand même pris le temps d'identifier chacun de ces détails. Alors, sur cette pirogue, la présence féminine semblait très importante. À l'avant comme à l'arrière, ce sont des femmes qui guident, qui escortent l'embarcation. Aussi, il y a le personnage qui est chargé de surveiller la céramique de Sakpata. Et celle-ci, c'est également une femme. Il s'agit d'ailleurs d'un personnage des proportions surdimensionnées. Parce que si on imagine qu'ils se mettent tous debout, alors nous remarquerons tout de suite qu'ici on est face à un personnage géant. Cette femme géante dont la coiffe reprend beaucoup les pustules si caractéristiques des céramiques de Sakpata présente aussi une facture très différente. Regardons un peu le visage. Ce visage, il présente déjà des sourcils. Les yeux, ils sont creux. Le nez reprend plutôt une forme triangulaire et non rectangulaire. Et puis, les narines, on ne les voit pas très bien sur la photo, mais les narines, ils sont aussi sculptées. Il y a également la bouche, où l'on voit, elle est légèrement ouverte. On voit que les lèvres, ils sont aussi dessinées. Alors, les mains et les pieds, ils sont de manière générale, la partie bas du corps ne sont pas très soigneusement sculptées. Tout est un peu grossier, mais bon, c'est juste pour signaler vraiment que le corps, il continue. Tout sauf les mains. Les mains, ils sont vraiment, ils sont là, ils sont sculptés, on voit qu'elles sont grandes et elles protègent Sakpata, elles protègent la déité. Pour moi, il la protège un peu de l'eau et de la traversée en général qu'elle s'apprête à faire. J'aimerais revenir rapidement sur les hippopotames parce que moi je trouve qu'ils font partie des sculptures qui nous laissent apercevoir les talents du sculpteur. Vous savez sûrement remarquer les pirogues à tête des chiens, c'est juste celles que nous avons à côté, tête des chiens ou crocodiles, enfin on ne sait pas. Ce sont des sculptures qui à mes yeux sont un peu plus grossières, tandis qu'ici, pour cette pirogue 1147, elles sont vraiment bien définies et on peut les identifier surtout. Donc les sculpteurs, ils voulaient que l'on sache qu'il s'agit des hippopotames. Alors c'est aussi une des rares occasions où ces animaux qui a priori, pas que je sache en tout cas, n'incarnent aucun dieu, font partie des objets vaudous. Encore une fois, c'est la lecture que moi je vous donne et c'est mon point de vue, mais je pense qu'il y a aussi l'intention de vouloir envoyer une partie de la terre et de ceux qui ont habité la terre. Donc il envoyait un peu la flore et la faune qui nous a accompagnés. Alors le 12e groupe, c'est le groupe où j'ai mis toutes ces embarcations qui servent
en offrande ou à exaucer un vœu, un besoin. Alors, ici, nous retrouvons souvent entre 4 et 6 vaudous. Il y a Dan, toujours, Achakpa, Ebieso, Gambada, Gu et parfois les jumeaux. Et j'ai interprété ces pirogues de cette façon parce que la présence de Dieu Gu n'est pas systématique pour toutes les pirogues. Et puisque lui, il est aussi le vaudou du métier du pêcheur, je me suis dit qu'il pourrait s'agir de faire une offrande au vaudou de l'eau et à Gu pour que la pêche, par exemple, aille mieux. Alors, quels sont les personnages que nous retrouvons ici? Alors, je vois 2 personnages. Alors, je vois 2 personnages humains que l'on peut distinguer comme l'un étant un homme et l'autre une femme. Je vois aussi un crocodile qui est à moitié sculpté. Il y a que la gueule et les pattes à l'avant qui les sont. Et puis, il y a la présence symbolique des vaudous Dan, Achakpa, Ebieso, Gambada et peut-être les jumeaux et Gu. C'est ce dernier vaudou qui me fait penser du coup à l'offrande plutôt qu'un voyage spirituel. Et les formes que j'y retrouve me font penser à 2 pêcheurs. Enfin, j'ai créé un peu une histoire autour de ces pirogues. Me font penser, ces personnages me font penser à 2 pêcheurs c'est peut-être des jumeaux, on ne sait pas, qui font une offrande au vaudou de l'eau pour les mettre de leur côté. Comme dit, c'est l'histoire que moi je fais de ces embarcations et l'histoire qui, on va dire, m'a été racontée par les volumes. Alors, il y a un des 2 personnages, les personnages qui donnent le dos à la tête du crocodile. Alors, lui, il n'est pas simplement assis sur l'embarcation, il est à genoux. Et on peut apercevoir cette position grâce à la taille très légère mais distincte quand même du bois. Les sculpteurs, je pense qu'il a pris soin de distinguer les genoux un peu fléchis et la position verticale des pieds. Les blocs de bois, il n'est pas entièrement sculpté, mais les coups portés probablement par un burin, ils sont suffisamment clairs pour que nous, on puisse à l'aide d'ombres qui s'éclairent avec la lumière, qu'on puisse comprendre que c'est un homme à genoux. Je vois aussi dans ce personnage une personne qui est en train de parler, peut-être en train de réciter la prière au vaudou, la parole sacrée que l'on connaît son importance. Donc ces paroles, les paroles du personnage sont accompagnées ou guidées des dents. Il y a les dents-fieux à chaque bras et ils sont dirigés toutes vers la céramique centrale qui accueille le sabre ou le couteau d'égout, un grand sophio et quelques dents-fieux encore. L'expression de ces personnages est également très parlante. Il a les yeux fermés qui me font penser à une expression, une situation plutôt de quelqu'un qui est reposé, et calme et en paix. Quant à l'autre personnage, la femme, que nous distinguons grâce à sa poitrine au sein pointu, elle reprend la même posture des bras que son compagnon, mais elle est, contrairement à lui, entièrement assise sur l'embarcation. Les jambes sont vers l'avant. Et ce sont ces mêmes jambes qui protègent en fait la céramique centrale où les éléments métalliques sont placés. Alors, les 2 jambes ne sont pas finement sculptées. On distingue les pieds et parfois une jambe fléchie, mais nous pourrions même penser que c'est une femme qui porte un pantalon. Il y a juste l'intention de vraiment montrer qu'il y a tout un corps, qu'il y a des jambes qui protègent. Alors, les différences entre ces 2 personnages continuent. Sur un des bras, nous distinguons les sabres ou les couteaux d'égout. Et la coiffure aussi, la coiffe de la femme révèle aussi la texture des cheveux tressés. Et puis,
Nous pouvons dire aussi que les visages des personnages prennent la même expression du visage masculin. La forme elle est un peu plus pointue, mais on dirait qu'elle essaye aussi de faire une prière. Alors moi je pense que ces deux pirogues, celles que nous venons de voir, la 1305 et la 1147, peuvent venir de la même main du sculpteur parce qu'il réalise de la même façon les bras. C'est la même, plus ou moins le même style et la même façon de traiter le bois en fait. Mais bon, pour le savoir, ça, c'est encore une autre étude qu'il faudrait faire. Pour revenir aux animaux de l'embarcation 1305, alors ici, c'est un peu compliqué parce qu'il s'agit que d'une partie qui était sculptée à façon d'évoquer l'animal, donc les crocodiles. Il est bien sûr pas représenté des formes réalistes puisqu'il y a la moitié de son corps qui est une barque, mais il y a tout de même l'intention de représenter la gueule bien ouverte du crocodile et les yeux, même s'ils sont tout simplement gravés sur les bois, alors que normalement sur les reptiles, on les voit comme des sortes de protubérances. Cet animal, il est vraiment en façon des formes indicatives, si vous voulez, de l'animal d'Achakpa. Alors moi, j'aimerais juste qu'on s'arrête un petit instant sur cette sculpture, sur cet objet, les 1284. Que j'ai aussi classé dans la même catégorie d'offrandes au vaudou. En fait, moi, cet animal, plus que me fait penser à un animal fantastique ou spirituellement chargé d'un rôle surnaturel, autre que celui d'être un vaudou, je vois ici l'intention d'un sculpteur de figurer les mouvements terrestres de l'animal. Pour moi, les deux têtes qui ne sont pas opposées, elles n'impliquent pas forcément une vision du futur ou du passé, et elles nous permettent, ou en tout cas pour moi, de voir le déplacement de l'offrande terrestre des hommes partant vers les eaux sur les dos de l'animal sacré. Et je vous place juste la photo aérienne de l'objet pour voir véritablement que la queue, elle nous donne aussi la sensation des mouvements et des déplacements. Alors ici, c'est pour honorer les vivants et les morts. Donc ici, j'ai lu une offrande. Et surtout, dans ces groupes, j'étais confrontée à plusieurs représentations d'Achakpa, qui me font penser plutôt aux enfants noyés ou dévorés par les crocodiles. Et alors, sur cette pirogue, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Sur cette pirogue, on voit deux sculptures qui sont très similaires. Il est difficile à dire si la morphologie, si le corps de ces sculptures correspond à un homme ou une femme, mais on peut les distinguer par la coiffe des sculptures. On peut aussi penser qu'il s'agit des jumeaux, même s'il est difficile de remarquer la similitude des visages. Mais bon, les deux statuettes représentent des sourcils qui sont très bien définis. Mais ce qui peut être le plus frappant pour ce cas, c'est que sur les deux personnages, et c'est la première fois que nous sommes confrontés à ça, la paupière elle est vraiment bien définie. Donc on dirait que les personnages, ils sont vraiment les yeux grands ouverts.
Et c'est sur les seuls personnages ou les seules embarcations où l'on remarque vraiment la présence très détaillée de ces cieux. Alors, on voit que les cieux ont été faits en haut-relief. Et je tiens à souligner qu'il s'agit bien du haut-relief parce que sur d'autres embarcations, on peut aussi voir la distinction des cieux bien ouverts, mais on les fait différemment. Sur cette embarcation en particulier, on grave les contours des cieux pour nous bien exprimer qu'il s'agit des cieux ouverts, mais ils ne sont pas taillés de la même façon que sur la barque précédente. Et surtout ici, moi, ça me fait penser au contour noir des masques glédés. Donc, peut-être qu'il s'agirait d'un sculpteur qui vient d'une région plus vers le Nigeria, en tout cas, qui s'inspire du style Yoruba. Alors, je ne vais pas trop m'arrêter non plus sur les personnages qui trônent ou qui hissent cette embarcation. C'est un personnage que moi j'ai dit un peu générique, puisqu'il n'est pas suffisamment sculpté. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a l'intention de sculpteur de différencier les personnages à l'intérieur de l'embarcation et celui-ci qui se trouve à l'extérieur. Donc pour moi ici, je vois plutôt une sorte de bouclier humain ou des bochos pour pour cette maison flottante. C'est vraiment un élément qui essaye de charmer le mal, si on veut. Alors je pense qu'on va pas trop avoir le temps de nous arrêter sur cette embarcation, mais j'aimerais traiter rapidement ces 4 personnages. Il n'y en a que 4 sur cette embarcation. Il y a un personnage qui est lui aussi enchaîné. Mais je ne l'ai pas classé avec les barques faisant appel ou évoquant l'esclavage parce que justement, je n'ai pas trouvé Sakpata. Et il me semblait que c'était un des vaudous essentiels pour les classer ainsi. Alors, il y a 4 personnages, 2 qui sont plus ou moins génériques et puis 2 à chaque côté de la barque. Alors, celui que nous avons à gauche, c'est une femme, on peut le dire parce que, encore une fois, il y a la coiffe qui évoque les tressages et aussi elle est assise sur un trône. Alors, c'est la première fois que l'on voit qu'un personnage est assis dans un trône. Donc, ça veut dire aussi que c'est un personnage assez important. On remarque également que ses mains, elles contenaient un récipient qui n'est plus là. Alors, c'est pour ça que moi, je garde encore la possibilité que ce soit peut-être dédié à évoquer les morts de l'esclavage, parce que peut-être qu'elle portait dans ses mains une céramique de Sakpata. Mais on ne sait pas, la céramique, elle n'est plus là. En tout cas, la forme du tissu, elle a été conservée, puisque, grâce, on va dire, aux matières sacrificielles, aux couches de matières sacrificielles. L'autre personnage, il est aussi assez particulier parce que déjà, elle a aussi les tresses marquées. On sait que c'est une femme. La facture de son visage, il est moins détaillé, sauf que ici, au lieu de garder les amandes rondes des cieux, on voit qu'ils sont un peu creux au milieu. Pour moi, cela veut dire très précisément que c'est une femme qui regarde.
Donc, plus que guider l'embarcation, elle est là pour protéger. Elle est là aussi pour protéger avec les calebasses. On sait qu'il y a des serbes à l'intérieur, des serbes magiques, et puis il y a les couteaux de goût, qui certes fait référence au dieu, mais aussi un peu à cette intention de se défendre. Il faut aussi souligner que c'est une femme qui est à genoux. Elle est à genoux et qui fait la taille donc des personnages qui sont à côté. C'est-à-dire qu'elle garde aussi, si vous voulez, le côté de sa taille en cachette, parce que si on imagine encore une fois qu'elle se met debout sur l'embarcation, on remarque que c'est un personnage géant. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est là pour défendre les personnages qui voyagent dans l'embarcation. Elle défend et elle est peut-être aussi en train de parler, de nous raconter quelque chose. Peut-être une prière, ou appeler les esprits pour que l'embarcation et les personnages qui voyagent à l'intérieur soient protégés. Alors, je ne vais pas m'arrêter ici parce que je pense qu'on ne va pas avoir le temps. Peut-être juste dire que les deux, il y a une véritable intention de marquer les yeux ouverts du personnage et la bouche ouverte. Si on remarque à côté la pirogue 0505, on voit déjà quelqu'un qui joue peut-être de la percussion et la bouche elle est fermée. Et à côté de lui, on a le personnage ici au milieu qui reprend la même expression que l'on voit sur la barque 1285. Pour aller très rapidement et parler des animaux, ici, je vois vraiment le repos de l'animal, des Akchakpa, pardon. Et c'est vraiment l'animal qui ne se déplace pas, il est juste là. Et il me fait penser aussi à l'objet que l'on a au premier étage. Il présente la même posture, l'animal a la même posture, et à chaque patte, il y a un sophio. Et je pense aussi, j'ai oublié de les mentionner, mais je pense aux enfants à l'intérieur de ces barques, parce que en fait, pardon, j'y reviens en arrière, vous voyez les joues de ces personnages, ils sont un peu bombés. C'est vraiment comme en rappelant les enfants qui ont un peu les joues qui gardent leur salive à l'intérieur et qui sont bombés. Bon. Je pense qu'on n'aura pas le temps de traiter la troisième partie. Je peux tout simplement partager rapidement mes doutes, parce que moi je finis pas par comprendre comment on a des femmes à tête de chiens ou des crocodiles, pourquoi parfois ces mêmes presque typologies de têtes n'ont pas d'oreilles, pourquoi parfois ils sont à l'intérieur, parfois ils sont mis un peu en forme des boucliers, ou pourquoi ici sur la barque à la droite il y a un personnage qui monte un animal qui présente les mêmes oreilles, la même typologie d'oreilles que sur les autres barques, mais parfois c'est une tête, parfois c'est un animal. Je comprends pas. Et ici pareil. Ce sont des personnages qui m'intriguent énormément, puisqu'ici, il n'y a pas grand-chose qui est sculpté. Tout est creusé, en fait. Et je vois pas, je comprends pas. Disons que l'histoire qu'ils peuvent raconter ne m'a pas encore été dévoilée. Ici, c'est pareil, la même situation. Pourquoi du crocodile, pourquoi les personnages sont transportés sur
enfin, transportés, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont transportés, pourquoi ils sont sur les ventres du crocodile et pas à l'inverse. Je ne comprends pas. Donc voilà, ça c'était pour les partages de mes doutes. Et bon, et pour conclure, donc on peut dire que dans la première partie, on a vraiment vu que les traditions de représentation, ils étaient bien là, que les sculpteurs créaient des œuvres pour l'invisible, qui donnaient des formes à l'invisible, mais qu'il fallait aussi qu'ils puissent communiquer avec le monde qui l'entoure, avec nous, et que pour ça, il y a des codes et, que nous, la communauté qui peut lire afin de bien comprendre la fonction des objets et l'utilité finalement de l'objet. Et moi, je pense, juste pour finir, qu'il est, en tout cas pour nous ici au musée, très intéressant, presque essentiel de continuer l'étude de ces formes, puisqu'ils vont continuer à nous dévoiler énormément de significations, des savoir-faire aussi, et en plus qu'ils peuvent continuer à nous raconter des histoires bien au pluriel, des histoires qui viennent de partout, et que c'est aussi un peu notre devoir d'entendre ces histoires et puis de les partager avec tous ceux qui viennent découvrir ce que les vaudous c'est. Et voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou... Merci.